Salut, bienvenue au studio Télé Radical. Ici Sheila Mead, animatrice de l'émission Tabou. Beauvoir Jean, un nom très connu dans les rues de Montréal et surtout dans les médias comme étant le premier fondateur de gangs de rue dans les débuts des années 80 à Montréal. Il en est aujourd'hui un vétéran. Haïtien d'origine, Beauvoir Jean a été chef des Master B, puis de la compagnie B. Depuis 2007, il est travailleur de rue, très impliqué dans sa communauté à Montréal-Nord. Aujourd'hui, pour la première fois, il nous fait l'honneur d'être sur le plateau de Télé Radical et nous raconte son histoire face à la caméra. Laissons place à l'animatrice de l'émission Tabou, Sheila Mead. Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur l'émission Tabou sur la chaîne Télé Radical. Je vous souhaite la bienvenue, merci de nous suivre, merci de vous abonner à la chaîne, merci de nous supporter car j'ai pu voir dans les premières émissions que vous nous avez vraiment supportés. Alors je tenais à vous remercier personnellement de ça. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va continuer à avoir des invités de marque. Alors aujourd'hui, on reçoit Beauvoir, peut-être que le nom vous dit quelque chose. Alors Beauvoir Jean. Alors bienvenue Beauvoir sur le plateau Télé Radical et Tabou. Merci bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Beauvoir Jean. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense qu'à Montréal, tout le monde me connaît. Ouais, je pense que les gens qui suivent beaucoup l'actualité, qui sont branchés, ils vont savoir qui tu es. Exactement. Alors cette question, comme je le dis, je la pose presque à tous mes invités. Comment tu vis la pandémie actuellement? Comment ça se passe? La pandémie, c'est pour tout le monde, c'est pas facile parce que c'est pas quelque chose qu'on est habitué. Depuis que je suis né, c'est la première fois qu'on fait ça. Ah oui. Exactement, c'est pas facile, c'est difficile, ça stresse les gens, ça rend le monde malade, tout. Mentalement, gérer tout ça, là, toutes ces informations-là qui te viennent, et puis maintenant on te donne des restrictions que tu dois respecter. Exactement, rentrer à la maison dès 8h du soir jusqu'à 5h, c'est comme faire la prison gratuite, on fait ça. Non, mais c'est vrai, tu te sens confiné, tu peux rien faire, tu es sous contrôle. Exactement. Donc, en effet, c'est comme être dans une prison. Exactement, c'est comme en prison. En effet. Alors, tu parles de prison, on dirait que tu connais pas mal ça, mais on va en revenir par rapport à ça. Alors, Beauvoir. Beauvoir, c'est ton prénom? Mon prénom. Et Jean, c'est ton nom de famille. Ok, parfait. Alors, Beauvoir. On dit que tu es le premier fondateur de gang de rue à Montréal. Donc, tu as été la première personne à Montréal qui a créé un gang? Bon, moi, comme on dit toujours, j'étais le premier fondateur de gang de rue à Montréal, mais je pense que le gang de rue a toujours existé à Montréal, même avant mon arrivée dans les années 80. Parce que quand j'étais arrivé à Montréal-Nord, dans les années 80, il y avait déjà des gangs de rue implantés, mais ce n'était pas des gangs de rue des Noirs, mais comme on avait des gangs de rue des Blancs, comme on appelle les gangs à tatou, les frères de luxe, ce qui veut dire, il y avait déjà des gangs. C'était déjà établi. Comme moi, quand j'étais arrivé, par contre, c'était une autre sorte de gang parce que dans le temps, les Blancs étaient racistes. Alors moi, j'étais le défendeur de mon peuple. Je me battais contre les Blancs pour qu'ils ont pu, comme on dit, libérer mon peuple de l'esclavage. Parce que c'est comme ça que je voyais exactement, même à Montréal. Oui, ça existait beaucoup. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Mais comme on dit, Beauvoir Jean est le premier à fonder des gangs de rue à Montréal. Je ne crois pas que je suis le premier parce que les gangs de rue étaient déjà établis, mais c'était les gangs de blancs. Exactement. Donc toi, tu dis que le clan que tu as créé, c'était simplement pour défendre ton peuple. Exactement. Ok. Mais ce clan-là que tu as créé pour défendre ton peuple, est-ce que éventuellement ça a pris une autre tournure? Mais c'est sûr, comme on disait, bon, comme on était jeunes, on était des jeunes haïtiens qui arrivaient à Montréal dans les années 80, on était en minoritaire, ce qui veut dire on n'avait pas le choix de, comme on dit, mettre notre force ensemble, faire l'union, faire la force pour combattre nos adversaires.
c'est que, Ouais, donc toi, tu considères pas que tu es vraiment la première personne qui a créé un gang? Je ne peux pas dire que je suis le premier qui a créé un gang. Bon, déjà, bon, comme on dit, les gangs haïtiens, on a dit, ok, Beauvoir-Jean est le fondateur de Gang de Rue. Ok, je l'accepte parce que j'étais le premier noir, comme on dit, qui a pris la décision de se battre pour son peuple. Pour son peuple. Un prince et tout, mais comme je vous dis, les gangs de rue étaient déjà implantés. La mafia, les Angels, les Walk Machines, c'était là avant moi. Oui, bien avant toi. Exactement. Mais vraiment, pour la communauté noire, tu as été vraiment la première personne à établir un clan pour défendre. Exactement. Pour se défendre. Pour se défendre. Ok. Donc, quel âge que tu avais à l'époque? Disons, je suis arrivé à Montréal le 31 mars 1980, j'avais 14 ans à l'époque. Ok, donc tu étais un jeune adolescent. Un jeune adolescent. Ok, tu venais d'Haïti, tu es rentré à Montréal à l'âge de 14 ans. Ok, quel était le nom de ce clan-là? Le clan, on l'avait baptisé Master B. Master B. Exactement, qui veut dire Maître Beauvoir. Maître Beauvoir. Ok, et on dit que Master B, c'est les ancêtres des Bogarts. Master B, c'est comme on avait le Master B, après le Master B, bon, les jeunes ont créé notre gang que j'avais aussi, qui s'appelait le Compagnie B. Compagnie B. Okay. Après le Compagnie B, les jeunes de Montréal-Nord, ils ont fondé les Bogarts. Okay. Et après les Bogarts, ils ont fondé les Bloods. Les Bloods, ok, donc c'est vraiment parti de Master B. Ouais. Ensuite, Compagnie B. Et puis, il y a les Bogarts. Les Bogarts. Il y avait Family B aussi. Family B, ok. Et après, il y a eu les Bloods. Là, c'est vraiment à partir de là que les Bloods ont été créés. Exactement. Oh, wow. Et les Bloods, ça, c'est vraiment plus vers la fin. Oui. La fin. La fin, donc, c'est ce qui est encore là. C'est ce qui est encore établi jusqu'à aujourd'hui. Puis, c'est plus basé dans le secteur nord de Montréal. Ouais, dans l'est. Dans l'est de Montréal. Exactement. Wow, quand même, ça a vraiment une trajectoire, tout ça. Oui. Dans quel coin à Montréal tu habitais à cette époque quand tu as fondé vraiment Master B? À Montréal, non. J'habitais sur le coin L'Angélier et à Tichevrier. Ok, donc c'était vraiment à Montréal-Nord. Exactement. Tu as grandi là. J'ai grandi à Montréal. Ok. Tu allais aussi à l'école dans le coin également? Oui, j'allais à Henri Brassard, je fais aussi Calixa-la-Vallée. Ok. Ok. Dans un article de la presse, tu dis être le mouton noir de ta famille. Pourquoi? Bon, quand j'ai dit le mouton noir de la famille, parce que je ne suis pas élevé dans une famille gang, une famille gangster. J'étais un enfant bien éduqué chez moi, on est très bien éduqué, qui veut dire tous mes frères et sœurs, comme que je peux dire, on était beaucoup, on est à peu près 10 dans la famille. Oh, wow. Mais mes frères et sœurs, c'est du monde comme ça, je ne connais pas les affaires de gang de rue, rien de ça, qui vont à l'école, qui sont droits. C'est juste moi dans ma famille qui a pris un autre chemin. J'ai même un frère qui est un prêtre en Haïti. Oh wow! Vous comprenez ce qui veut dire? C'est pour ça que j'ai dit, je suis le mouton noir de la famille, parce que quand tu prends un autre chemin, c'est sûr, les gens ne te voient pas comme de la même façon. Comme tout le monde, ça ne veut pas dire que ma famille n'est même pas pour autant. Mais non. Mais c'est sûr, comme peu importe quelle famille, tu veux toujours que ton enfant soit droit. Et puis quand tu en as un qui a pris un autre chemin, qui veut dire, on dit c'est le mouton noir de la famille. Définitivement. C'était comment la dynamique familiale à la maison? Est-ce que tu habitais avec tes parents? Moi, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à 25 ans d'âge. Ce qui veut dire, chez moi, c'est une autre sorte de vie. Qui veut dire, moi, quand je suis dehors, je suis le démon, mais quand je rentre chez moi, je suis l'ange. C'est exactement ce qui veut dire. Mon père, c'était un homme sévère. Je ne pouvais pas me permettre d'inviter mes gars de gang chez moi ou ne faire aucun rassemblement à la maison. Et puis, gars, toi, si tu viens cogner à ma porte, si mon père te répond, tu vas avoir affaire à lui. Tu vas avoir affaire à lui, exactement. Oh, wow. Tout le monde qui faisait partie de ma gang connaissait très bien mon père. Puis mon père disait pas là. Vous n'êtes jamais devant chez vous, traîner. Non, exactement, non, il n'y a pas ça. Oh wow! Donc dans ce même article de la presse, tu disais vivre chez tes parents jusqu'à l'âge de 25 ans et que ton père pendant plusieurs années n'a jamais su que tu étais chef de gang. Comment tu as fait pour cacher aussi longtemps ce gros secret-là? Ouais, exactement, comme je te disais, c'est parce que le respect de la maison, c'est le respect de la maison, parce que peu importe qui, que tu sois gang de rue ou gangster, si, comme on dit dans la Bible, il dit toujours honore ton père et ta mère, si tu respectes tes parents, qui veut dire
il y a une certaine des choses, comme on dit, tu peux pas te permettre de le faire chez toi. Moi, c'était comme ça dans le passé. Je lui ai dit, je pouvais faire n'importe quoi dehors. J'étais chef des gangs, puis mon père me disait, à la semaine, tu rentres à 10h du soir. C'est à 10h du soir. Que tu rentrais. Tu rentrais, mais pour... pas à 10h05, mais à 10h01. 10h, c'est 10h. Mais pour être chef de gang, il faut avoir un certain contrôle de la rue, pas vrai? Oui. Donc, comment ça se faisait, comment c'était possible, en fait, de rentrer à 1h à la maison alors que tu devais avoir aussi un contrôle dans la rue? Des fois, je sortais même avec, j'étais le chef des gangs, je sortais avec mes hommes, on allait clubber, puis des fois, il fallait que je quitte le plus tôt qu'eux, mais ils ne comprenaient rien, parce que moi, j'avais un père, il fallait que je respectais chez moi, puis j'avais l'heure de rentrer, puis il ne fallait pas dépasser la main, puis c'était comme ça, j'ai joué le jeu comme ça. Dehors, on est bandit, à la maison, on est poussé comme on est. Mais est-ce que tu sortais pas des fois en douce chez toi pour aller faire ce que tu avais à faire? Non, souvent le soir, comme des fois même quand j'étais arrivé à Montréal dans les années 80, quand les Blancs attaquaient les Noirs, il y a du monde qui venait dans la fenêtre de ma chambre qui pitchait des petits cailloux pour que je sorte par la fenêtre pour aller affronter les gens dehors sans que mes parents ne savaient même pas. Ils pensaient que je dormais, puis moi j'étais en train de me battre contre les Blancs en plein milieu de la nuit. Wow. C'est ça la vie. Wow. Est-ce qu'il y a une raison qui t'a poussé? En fait, tu l'as déjà dit, que toi, ce clan-là, initialement, c'était vraiment pour défendre la cause des Noirs à Montréal, parce que vous avez vraiment été victime des Blancs, et on sait que le racisme, il est là depuis longtemps. Oui, peut-être qu'il y a une évolution, mais l'évolution, elle est vraiment minime. Donc, ce clan-là, c'est important que les gens, je suis sûre et certaine que la majorité des gens ici qui nous écoutent n'étaient même pas au courant que ce clan-là était créé initialement pour défendre les Noirs contre les Blancs qui les agressaient. Oui, c'est sûr, parce que nous, on se battait, c'était comme genre, moi, j'étais jeune, j'arrivais d'un pays, quand même, en Haïti, vous savez comment c'est, on n'est pas des hommes qui sont élevés lâches, comme on dit. Moi, j'étais pas un homme lâche, j'étais jeune, mais je savais comment me défendre. Alors, quand j'étais arrivé à Montréal, j'entendais que les Blancs battaient les Noirs, et puis moi, j'ai dit, c'est dans ma tête, non, moi, je viens pas dans un pays comme ça, que les Blancs, ils viennent me battre, là. J'ai dit, moi, s'il faut se battre, c'est les Blancs que je dois battre. Et puis vraiment, quand j'étais allé au secondaire, en Rue Boissard, je voyais les jeunes qui se faisaient taper par les Blancs, gang, là, je disais non, c'est assez. Puis moi, j'avais la force et le courage, j'avais 14 ans, les affronter, puis je défendais les Noirs. Si un Blanc, tu touchais un petit Noir, puis moi, qu'on m'appelle ou j'arrive à le voir par moi-même, c'est sûr, tu avais un problème avec moi, il a fallu que je t'affronte automatiquement. Tu prenais personnellement je prenais personnellement, c'est comme tu attaquais. Exactement. Wow. Quelles sont les raisons qui poussent un jeune à rentrer dans un gang? Parce que toi, initialement, tu étais rentré dans ce gang-là, pas pour... En fait, tu avais créé ce gang-là, pas pour les raisons que les jeunes rentrent actuellement dans un gang. Là, les Bloods, les Crips, tous les autres membres de gangs qui existent encore, les jeunes qui rentrent dans ces clans-là, forcément, c'est pas toujours pour défendre la cause des Noirs. Maintenant, s'il y a des gangs qui sont créés et ils se battent même entre eux, c'est qu'il y a d'autres causes derrière tout ça. Exactement, parce qu'avant, dans le temps, dans le passé, on avait un but. Okay? On se battait pour quelque chose. Mais aujourd'hui, on n'a pas de but. Ce que je veux dire, aujourd'hui, les jeunes, comme on dit, ils suivent plus les Américains. Comme aujourd'hui, toutes les jeunes veulent être millionnaires. Ils regardent des vidéos, ils voient tout le monde dans le rap, dans le gangster rap, tout le monde veut être riche. Les jeunes aujourd'hui ne rentrent pas dans une gang parce qu'ils cherchent quelque chose ou pour une raison X. Les jeunes comme genre, ok, mon ami dans le coin, lui il mène, il a une grosse voiture, il a plein de chaînes, bling bling, je veux être comme lui. Alors les jeunes c'est comme ça. Puis aujourd'hui, comme vous voyez, avant on ne se battait pas entre noirs. Ok, on se mettait ensemble. Mais c'était ça initialement le but. C'était ça le but. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? On se tue entre nous. On a fini de faire une guerre avec les Blancs. Et aujourd'hui, si tu regardes, ces Blancs-là prennent les mêmes petits Noirs qui se battaient contre eux avant, les engagent, qui les donnent des sous pour aller tuer les propres frères. Exactement. Je veux dire, c'est rendu triste. Et puis moi, c'est pour ça que je me suis retiré exactement à cause de ça. Parce que c'était pas ça le but. C'était pas ça le but. Donc ils ont vraiment pris une autre tournure pour toi qui était insensé, qui n'avait pas de raison d'être. Exactement.
ça. Wow, c'est intéressant, vraiment. Donc, aujourd'hui, les jeunes rentrent dans un gang pour des mauvaises raisons. De mauvaises raisons. Pas pour se battre pour une cause, non. Mais pour s'entretuer. Pour s'entretuer pour l'argent. Pour l'argent. Pour l'argent. Pour l'argent. Pour faire voir. Exactement. Aussi, parce qu'ils voient, comme tu dis, les rappeurs à la télévision qui se font de l'argent. Montrer aussi, comme on dit, les jeunes femmes aussi, les hommes aiment ça, les jeunes aiment ça, flashy, bling bling, pour attirer les filles, un Cadillac, un Mercedes, un Lincoln, des grosses voitures. Mais au fond, c'est débile pour rien. Oh, Seigneur. C'est ça l'affaire. Et on sait que malheureusement, être dans un clan, dans une gang, ça amène des conséquences. Donc, toi, en étant dans un gang de rue, tu as déjà fait de la prison. Bien sûr. Ça amène des conséquences. C'est beaucoup de dommages collatéraux. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Tu as fait de la prison à plusieurs reprises? À plusieurs reprises. Un dernier temps de prison que j'ai sorti en prison, c'était le 19 décembre 2006. Ça fait 14 ans que je ne suis pas retourné en prison. Donc, en tout, tu pourrais dire que tu as passé combien de temps? En tout, tout ça accumulé ensemble? Accumulé à cause de 6 mois, 10 mois, 15 mois, je pense que j'ai gaspillé au moins une bonne dizaine ou une quinzaine d'années de ma vie. En prison? Comme on dit, ça c'est du temps emprunté qu'on ne va jamais retrouver. Non, tu as perdu ce temps-là, puis le temps c'est tellement sacré. Ouais. Puis je pense que c'est arrivé dans cette position-là que tu réalises vraiment que... Ouais, mais par contre, des fois, bon, je me plains pas. Je regrette pas parce que j'ai dit, c'est du temps perdu, oui. Je vais jamais retrouver ces 15 ans que j'ai perdu dans ma vie en rentrant et sortant en prison. Mais par contre, c'était pour une bonne cause. C'était pour mon peuple. Si c'était à refaire, je le referais encore. Tu le referais encore? Oui. Tu avais quel âge quand tu étais rentré en prison pour la première fois? La première fois que j'ai entré en prison, c'était en 88. J'étais arrivé à Montréal en 80, j'avais 14 ans, j'ai entré en 88. Ça veut dire? Qui veut dire... Tu étais majeur? Ouais, presque dans les vingtaines, 19, 20. Ouais. Wow. Donc, tu as fait beaucoup de rentrées-sorties dans la prison. Ta plus grosse peine, est-ce que tu te rappelles, elle était de combien d'années? Ma plus grosse peine que j'ai eue, moi j'ai pas de dossier fédéral, ma plus grosse peine que j'ai eue au provincial, j'ai eu 15 mois. 15 mois. Ouais, c'est ma plus grosse sentence que j'ai eue. C'est ta plus grosse sentence, mais vraiment tout accumulé ensemble, c'est une dizaine d'années. Exactement. Oh wow. En fait, quelle était la raison pour laquelle que tu es entré en prison pour la première fois? La première fois que j'ai entré en prison, je pense que bon, c'est pour ça que j'aime pas retourner en arrière. Je pense que c'est à cause justement d'un monsieur haïtien qui s'appelle, comment il s'appelait, Margaret Alexis. Que j'avais emprunté une somme d'argent, puis après ça, ils ne voulaient pas nous le rembourser. On était allé chercher à force chez eux, puis après ça a mal tourné, puis je pense que c'est comme ça que j'ai eu ma première sentence. Parfait. Alors, on va aller prendre une petite pause et puis on revient tout de suite. Alors, restez branchés parce que c'est très intéressant ce que Beauvoir nous explique. Si la tête apprend d'y faire, côté au bras le avis. Comment nous aimons, c'est merci Dieu. Moi-même, merci Dieu, je ne vais pas regarder l'autre télévision. De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est sur le télé radical, moi branché. Passer en haut, passer en bas, n'a compté sur télé radical. Qu'on fâche, qu'on content, télé radical. Jésus là! Oui! La monnaie carte de crédit, 5 mabba ou mabba. Non, non, les télé radical. Yes, kon sa li deja, Smiley Works Azou Bling, Télé Radical, il a mis grand plaisir. Ma pe vite à l'abonner, kon sa li deja. Azou Bling ba en jouet, Radical tout le temps. Alors, bon retour à l'émission Tabou sur la chaîne Télé Radicale. Alors, on a comme invité Beauvoir Jean, qui, moi, je pense être un activiste
un activiste dans la communauté noire actuellement et aussi qui a un gros parcours de vie à nous expliquer concernant les gangs de rue à Montréal. Alors, c'était très intéressant ce qu'il nous expliquait à table. Donc, on va continuer avec Beauvoir. Alors, Beauvoir, tu nous disais que tu avais déjà fait de la prison à plusieurs reprises. Quelle est la réalité d'un homme noir dans une prison? Oh, bon, la réalité d'un homme noir dans une prison, ça c'est quelque chose. Bon, la première fois, moi, que j'ai entré en prison, je savais pas c'était quoi la prison. Quand j'étais dehors, les gens m'expliquaient c'était quoi la prison. Bon, la première fois, moi-même, quand j'étais dans la réalité en face, pour moi, que quand même, quand il fallait se déshabiller, quand tu arrives pour se mettre tout nu, mais moi je comprenais pas ça, pourquoi je devais me déshabiller, pourquoi je devais mettre tout nu. Ça c'est quand tu rentres. Ouais, la première fois, je me suis même battu, ça m'a coûté 2 semaines de trou qu'on appelle. Dans une prison, ça veut dire on te met à l'écart? À l'écart de tout le monde, parce que bon, je n'étais pas supposé des fois appeler les gardiens, parce que moi je ne savais pas qu'il fallait se déshabiller tout nu. Même si j'entendais parler, je trouvais que c'était vraiment. C'était pas adéquat. Mais ça veut dire que la première journée que tu es entré en prison, tu t'es battu avec les gardiens. Parce que je voulais pas me déshabiller tout nu. C'est des choses qui arrivent. Mais après, bon, ok, on a fini par s'habituer. Mais pour moi, un homme noir en prison, t'as pas les mêmes droits qu'un homme blanc. Je veux dire, on est différents. C'est pas juste nous les noirs, et automatiquement t'es immigrant parce que le système a été créé pour qui? Pour les immigrés. Qui veut dire, quand tu rentres en prison, le blanc, lui, admettons, disons moi, on va me condamner à 6 mois de prison, on va condamner un blanc à 6 mois de prison. On rentre en même temps. Le blanc, il va sortir avant moi. Le blanc, il va faire 2 mois. On va dire, bon, ok, on va signer un papier, il sort. Tu comprends? Mais moi, étant que moi, on appelle ça le détiers. Qui veut dire, moi, sur mon 6 mois, je dois piger les 4 mois. Qui fait mon détiers. Si je ne pige pas mon 4 mois, il n'y a pas de merci, on n'a rien. Qui veut dire, tu fais ton temps, tu finis. Mais le blanc, lui, il y a les privilèges. Il y a les privilèges. C'est pareil aussi, admettons. Disons, je joue au basket dehors, je tombe, je casse un bras, je me suis fait mal, je vais demander devant un médecin. Moi, ça va me prendre 1 semaine, 2 semaines avant de rencontrer un médecin. Les blancs, lui, il va faire la même demande que moi, demain, il rencontre son médecin. Ça veut dire, ça, c'est tu parles quand tu es en prison. Exactement. Ça veut dire, quand tu es en prison, que tu te fais mal, tu dois attendre avant de te faire consulter. Exactement. Puis les blancs, il y a toujours le privilège sur le noir. Exactement. Mais ça, c'est aussi comme ça à l'extérieur. À l'extérieur, c'est la même chose. Donc, c'est comme ça. Comme tu dis, le système, il a été conçu vraiment pour les immigrants. Donc, ils ne peuvent pas vous laisser passer aussi facilement. Non, exactement. On n'a pas le même privilège. Non. Oh Seigneur. As-tu déjà failli mourir en étant dans un gang? Souvent. Oui, bien sûr. La gang, quand tu fais partie d'une gang, c'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui je vois les jeunes, ils sont tous amis, ils portent des armes, depuis qu'ils ont 14-15 ans, les jeunes, c'est pas ce qu'ils trouvent un arme à feu, tout le monde sont tannés, mais dans mon temps, il fallait se défendre avec tes 2 mains, tes 2 pieds. Si tu savais pas te battre, à la dure, exactement, tu ne pouvais pas te défendre, si tu n'étais pas un homme qui ne pouvait pas affronter tes ennemis. Parce que le fait avant, c'est bon, en mettant, j'allais dans un club. Mais si je vais dans un club, je suis tout seul ou avec 2 amis, bon, pas mal chance, je tombe sous mes ennemis. Mais la bagarre éclate. Si tu ne sais pas comment te défendre, tu sais pas comment ça va se tourner. Ça va mal tourner. Mais je vois la chance que j'avais dans mon temps. Moi, j'étais un bon bagarreur. Je me suis jamais servi d'armes à feu ou de couteaux pour poignarder mes frères ou pour tirer un de mes frères. Moi, regarde, si le combat, tu veux te battre, alors on dépose des armes, on se bat. Exactement. Tu perds. Et tu gagnes. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui. Demande ça à un homme. Dépose ton arme, on va faire 2 minutes. Impossible. Non, ça marche pas. Tu vas faire tirer tout de suite. De toute façon, tu vas juste regarder quelqu'un. La personne te dit pourquoi tu me regardes comme ça? Ça ne fait pas plaisir, ça déjà son âme. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de combat, il n'y a plus rien de ça. C'est. Comment dire? C'est qu'il faut faire. C'est pas des thugs. Non, c'est n'importe qui peut sortir un arme à feu tirer. C'est simple. Ils se défendent plus avec leur propre arme à eux. Exactement. Il n'y a pas d'honneur aujourd'hui. Quand on va dire je suis un bandit, je peux me battre, tout ça. Non, tout le monde porte des armes, on tue.
Oui. C'est ça. Donc, est-ce que tu as déjà vécu des tentatives d'assassinat? Bien sûr, souvent. Même en prison, une fois que j'étais entré en prison, je me suis fait attaquer par mes propres frères dans une cellule, au moins par 12 gars armés avec des pics, des barres remplis de batteries, avec des barres remplis de boîtes de sardines. Oui, parce qu'en prison, tu te crées tes propres. T'as pas le choix de créer tes propres armes. J'ai mangé au moins 21 coups de pique en prison. Moi, je failli perdre ma vie à plusieurs reprises, souvent tentative d'assassinat. Je me suis déjà fait tirer dessus à plusieurs reprises aussi. Bon, grâce à Dieu, je suis encore vivant. Tu es un survivant. Ouais, je suis encore là. Mais c'est ça qu'elle me dit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Mais en dommage de blesser. Si tu veux, si tu es un bandit, tu vas à la guerre, tu attends tôt ou tard que ça va arriver. Ça va arriver. Mais en étant un vétéran comme toi, tu n'es pas censé avoir un respect? Oui, le respect, tu l'as, le respect. Le respect, tu l'as, le respect. Mais comme genre, n'oublie pas dans tout ce que tu fais, t'as du monde comme gens qui sont jaloux. Il y en a d'autres qui sont un peu hypocrites. Comme on dit, les Haïtiens, c'est comme ça, qui sont tes propres frères. Si tu fais quelque chose de bon pour la communauté, ils s'arrangent quand même pour te détruire. Ce qui veut dire, le respect, mais les jeunes, lui, comme gens qui a faim. Mais quelqu'un, il va te donner comme un peu de sous, je vais te donner un peu de sous, attaque Beauvoir. Ouais, les jeunes, c'est pas parce qu'ils ne te respectent pas, c'est parce que lui, il a faim. Il a besoin de cet argent. Il va t'attaquer. Il va t'attaquer. C'est normal. C'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde n'a pas besoin d'être dans les gangs ou quoi. J'ai de l'argent, tu m'emmènes, je paye quelqu'un, arrange-toi avec. C'est comme ça fonctionne. Ouais. Malheureusement, l'argent peut faire... n'importe quoi. Money talk, comme Money talk, yes. As-tu déjà vu des gens mourir devant toi? Devant moi, non, mais c'est beaucoup. Tu en as vu? J'en ai perdu beaucoup d'hommes, les jeunes, vieux, on en a perdu beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont plus là aujourd'hui. Comment dire? Ouais. Quelle est la repose en paix. Tu es aujourd'hui un intervenant. Oui. C'est ça? Tu es un intervenant auprès des jeunes, de rue. Intervenant de rue. Donc, tu as réussi à sortir de la rue. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a finalement remis sur un autre chemin? Exactement ça, c'est le chemin de la prison. C'est comme justement quand j'étais en prison, je n'aimais pas comment je voyais les choses. Comme on dit, les jeunes ne comprennent pas, ou les noirs, mais les blancs, ils ont toujours une tactique, comme on appelle ça, diviser pour mieux régner. Comme on dit, donc, la première fois quand j'allais en prison, dans les années 80, c'était 180 hommes par ring. Peu importe quel gang, on était tous ensemble. Ce qui veut dire, admettons, tu mets 180 hommes ensemble, même si on était des ennemis, qu'on fait la prison, à un moment donné, on devient amis. On devient amis, oui. Vous comprenez? Mais quand les Blancs, ils voyaient ça, et puis bon, ok, là, ils sont en gang dehors, bon, là, ils sont tous amis en prison. Quand il y avait une sorte qu'on appelle ça le mythe, guerre raciale, ça veut dire qu'ils voyaient tout le monde était ensemble pour combattre les Blancs. Les Blancs, ils n'aimaient pas ça. Et ce qu'ils ont fait, les autres, bon, ils ont compris. Bon, là, comme ça, après, ils ont cherché, ok. Ah, toi, tu fais partie de Master B, je t'envoie quelque part d'autre. Tu fais partie des Bélangers, je t'envoie quelque part d'autre. Tu fais partie des Bleus, qui veut dire... Donc, on vous divisait pour pas que vous puissiez vous rencontrer. Pour qu'on ne garde pas la force ensemble. Une fois les Blancs, ils ont fini de faire la division, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, si je sors de Montréal, non, je ne peux pas aller dans un ring des gars de PIDEF. C'est des bleus. Automatiquement, la violence commence. Exactement. Tu vas dans une gang de blood, alors tu es un God Crips. Automatiquement, tu arrives, tu te fais attaquer. Mais au fond, avant, on était tous ensemble, il n'y avait pas ça. Quand les Blancs ils voient ça, ils n'ont pas aimé ça, ils ont divisé les Noirs pour mieux régner. Pour mieux régner. Exactement. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, qui fait que gang de rue continue. Même quand tu es en prison, tu as des bifs. Mais quand tu sors, tu rencontres ton partenaire. Dehors, le bif continue. Ça continue. Ça continue. Donc toi, ça a vraiment été l'élément qui t'a arrivé, qui t'a dit non, moi je peux pas. Ouais. J'ai dit c'est assez quand je vois les Noirs. Comment moi je peux pas sortir de Montréal Nord, je suis dans une prison, je rentre dans un ring. Le fait que les rings, c'est les gars de Pinef ou les gars de Blé, bon, je suis obligé
De me mettre à l'écart. Ou de me faire assassiner ou battre par tous mes frères. Ça n'a aucun sens pour toi parce que toi, initialement, quand tu as créé un clan, c'était pas pour vous battre entre vous. Normalement, on était tous supposés être ensemble. Bon, après ça, j'ai dit non. J'ai dit, moi, regarde, j'ai dit, je vais sauver mes autres frères dehors, les plus jeunes. Je vais les expliquer que c'est vraiment pas bon qu'est-ce qu'on vit présentement, puis c'est pas ça la gang, c'était pas ça le but. Là, moi j'ai dit non, je vais me rendre dans un centre, j'ai dit je vais trouver aussi un centre communautaire qui travaille avec les jeunes. J'ai dit moi je vais porter mon support parce que moi aussi j'avais besoin d'aide. Tu te sentais vulnérable et tu sentais que tu étais capable aussi d'aider. Là j'ai dit bon regarde, je vais voir quelqu'un, j'ai dit regarde moi je vais aider mais en même temps j'ai besoin d'aide. C'est comme ça que tout commencé. Exactement, ça a commencé, même c'est comme ça que je suis devenu aussi un intervenant auprès des jeunes. Oh, wow. Mais moi je pense que ce sont les gens comme toi justement qui ont un vécu, un vétéran, c'est ça, tu connais les choses qui peuvent amener ces jeunes-là dans une autre direction, dans un autre parcours, parce que tu sais qu'est-ce que c'est. Parce qu'on dit des fois, ok, le négatif est là, oui, mais on peut prendre le négatif et le transformer en positif. Et c'est ce que moi j'essaie de faire. Félicitations pour ça. Félicitations. Aujourd'hui, tu es père de famille. Oui, ça fait longtemps. Ça fait un bout que tu es père de famille. Tu as combien d'enfants? 6 enfants. 6 enfants, wow. Donc, tu es fier d'être... Ouais, j'ai 3 filles, 3 garçons, ils sont en bonne santé, puis merci Seigneur, puis je suis fier, puis... Bravo. Est-ce que c'est facile de sortir d'un gang de rue? C'est comme on dit, c'est pas facile, mais comme on dit, dans la vie, tout ce qu'on veut, on peut. Vouloir, c'est le pouvoir. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'on entend souvent dire comme ça, être dans un gang de rue, c'est que tu connais tous les petits secrets qu'il y a à l'intérieur, tu sais comment ça fonctionne. Tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas sortir de là juste comme tu veux, quand tu veux. C'est pas facile partir de... C'est pas vrai ça. Alors, tu peux sortir. Il y a certaines des gangs, oui, tu peux pas t'en sortir. Ouais, il y en a d'autres, oui. Parce que nous, on n'oublie pas, on est des gangs de rue. On n'est pas une gang qui a été très structurée, comme on dit. Ce qui veut dire, c'est comme si tu vas peut-être dans la mafia ou dans les Hells Angels ou dans les affaires même, c'est peut-être plus difficile de s'en sortir. Mais un jeune qui fait partie de gang de rue, qui veut vraiment s'en sortir, oui, les jeunes peuvent s'en sortir. Il s'agit d'aller chercher d'aide. Ou de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Moi, je connais beaucoup de jeunes à Montréal-Nord depuis que je travaille comme intervenant qui s'en sont sortis des gangs de rue et aujourd'hui qui travaillent, qui ont une maison. Qui sont des citoyens des citoyens très bien et puis qui s'occupent de les enfants et de les femmes. C'est possible de partir. Ah, la question que je ne peux pas m'en sortir, c'est pas vrai. Tu ne veux pas t'en sortir, tu t'en sors pas. Si tu veux, tu vas t'en sortir. Exactement. Mais aussi, c'est beaucoup le fait que ces jeunes-là, ils savent que l'argent est facile aussi en étant dans un clan. Ils peuvent se payer n'importe quoi. Alors que s'ils vont aller dans un boulot, dans un travail, un 9 à 5 comme on dit, c'est trop de temps. Ça prend trop de temps pour faire l'argent. C'est normal, les jeunes s'ils sont dehors, disons dans une journée, les jeunes ils peuvent faire $1000 sur le trottoir. Mais pourquoi tu vas travailler? Tu vas dire bon, je vais faire 1 mois pour faire ces $1000 là car je peux le faire dans une journée. Exact. Ouais, donc pour lui, c'est pourquoi j'allais perdre mon temps pour aller travailler dans un boulot straight. Exactement. Alors que là, moi je suis dans la rue puis je fais mon argent autant que toi. Donc c'est ça aussi qui rend les choses plus difficiles, plus compliquées. Le système aussi, comment c'est fait, ça rend les choses plus difficiles et le jeune le système, la société, tout ça aussi, il n'y a rien qui aide des jeunes aussi. Les jeunes ont besoin d'aide, ils sont mal encadrés, c'est tout à fait normal. Oui, définitivement. Donc tu as écrit un livre, le titre de ce livre c'est... Le récit du vétéran. Le récit du vétéran. Le récit du vétéran. Tu peux le tourner aussi, ok. Face à moi ici, c'est bon. Donc, quelle était ton intention en écrivant ce livre? Mais moi, bon, mon intention c'était comme, qu'est-ce que je voulais dire, c'est comme tu vois dans toutes les nations, n'importe qui, admettons, soit gang de rue ou de bien ou de mal, ils ont toujours les histoires.
Moi, je vois les Italiens, les autres, ils ont écrit, ils font des films, ils ont écrit des livres, des Godfather, les Chinois, ils ont les livres, les triades ou n'importe quoi, qui veut dire non, c'est qu'est-ce qu'on avait. On avait juste ça. On ne sait pas ce qu'on voulait, mais c'est qu'est-ce que le bon Dieu nous a donné, c'est gang de riz. Ok, on a pris les titres, mais bon, qui veut dire, j'ai dit non, mais pourquoi que je vais laisser quelqu'un d'autre écrire mon histoire? Alors que toi, tu es capable de le faire. Personne ne connaît mieux ton histoire que toi-même. Alors, je l'ai écrit, mais dans mon livre, comme je l'ai toujours dit, il n'y a aucun de snitch, ni de délatation, comme quoi que ce soit. C'est un livre. Moi, je trouve que c'est plus. Je parle de moi, de ma vie, de qu'est-ce qui se passe. Et c'est plus un outil aussi pour un certain jeune. Si les jeunes comprenaient, ils allaient trouver ces livres-là, lire comme il faut, parce qu'ils allaient trouver même une façon de s'en sortir des gangs, des stratégies pour pas continuer à faire ce qu'ils font présentement. Oh, wow. Tu as écrit ce livre à l'aide de qui? Qui t'a aidé à écrire? C'est un professeur de l'université qui s'appelle M. Pierre Tremblay. Nous deux, on s'est sacrifiés pour écrire ce livre-là. C'est où qu'on peut trouver ce livre-là? Je pense que vous pouvez le trouver dans les librairies. Ou même si tu vas sur l'ordi internet, ils vont vous dire exactement où c'est vous pouvez le trouver. Donc c'est Beauvoir Jean, le récit du vétéran. C'est sorti en quelle année ce livre-là? Oh, ça fait un petit moment, ouais. Ça fait presque une dizaine d'années, là, je pense, que c'est sorti. Donc tu penses que c'est un livre que les jeunes qui auraient tendance à vouloir aller dans la rue pourraient se référer, pourraient lire, ça pourrait les aider énormément à comprendre c'est quoi la rue. C'est quoi la rue? Parce que c'est bon d'aller dans la rue vers les gangs de rue, mais tu vas, mais tu sais pas à quoi tu t'attends. C'est pas qu'est-ce qui t'attend dehors. Qu'est-ce qui t'attend dehors, tu sais pas, c'est exactement. Intéressant. Donc tu nous disais comme ça que tu avais commencé à travailler dans un centre. Ouais. Mais là aujourd'hui tu as ton centre à toi. Oui, j'ai pas mon centre à moi. Je travaille avec un centre communautaire qui s'appelle Café Jeunesse Multiculturel, avec un directeur que la communauté haïtienne connaît très bien, qui s'appelle Monsieur Williamson Lama. Bon, c'est grâce à lui aujourd'hui, Suleiman Mami, si je prends un autre parcours, elle est la première personne qui m'a aidé dans ça qui s'appelle Gétro Auguste. C'était un pasteur, monsieur haïtien. Gétro, lui, il est très connu dans la communauté haïtienne. Exactement, qui m'avait aidé à prendre une autre direction. Ça, c'est quand tu avais été dans le premier dans le premier centre décidé de sortir. Bon, exactement. Puis après ça, bon, on m'a transféré au Café Jeunesse. On a un centre communautaire sur le coin Salk et Chaleroy. Et là, depuis le 21 juin l'année passée, on a ouvert un autre centre communautaire sur le coin Pascal et Lapierre pour aider les jeunes dans Montréal-Nord, dans le coin chaud, à trouver un répit. Donc ça a été vraiment la raison pour laquelle que ce centre-là a été situé entre Pascal et Lapierre, parce qu'on sait que c'est un coin qui est très visé. Exactement. Où que les gangs sont très concentrés. Donc ça a été stratégique de placer le centre là. Exactement, parce qu'on appelle ça le coin chaud. Le coin chaud. Ouais. Définitivement, ce coin-là fait toujours la une des médias. Ouais. C'est le Bronx. C'est le Bronx, yes. Définitivement. Alors, comment ça a été pour toi de rentrer dans un centre? Comment on t'a accueilli en connaissant ton background? C'était pas facile. La première fois quand j'étais allé au centre, même là, quand j'avais rencontré quelqu'un même que j'avais besoin d'aide et que pour m'en sortir, bon, la première fois, bon, les gens ils ont eu même peur. Il y a du monde qui ont même parti en courant, comme ça j'étais venu les kidnapper. Ils sont partis en courant? Ouais, comme j'étais venu les kidnapper, puis j'avais trouvé ça vraiment par rapport, parce que normalement, peu importe qui travaille dans un centre communautaire, c'est pour aider. C'est pour aider. Si quelqu'un vient te demander d'aide, tu ne peux pas voir la personne comme un voyou qui vient te kidnapper. Et puis tu t'en vas en courant, alors que là, pourquoi? Ton but ultime, justement, c'est d'essayer d'aider. Ouais, j'étais pas bien réussi la première fois, et puis ça m'a marqué longtemps, parce qu'il a fallu, comme genre, que je baisse pas les bras. Il a fallu que je voulais vraiment, parce que, bon, quand les gens, même que la police, même n'était pas d'accord de mon changement, parce que comme on dit, les gens ils veulent toujours, même quand ils disent il faut se réintégrer à la société, au fond c'est pas vrai. Peut-être que les gens ils voient vraiment que tu veux changer, ils veulent vraiment changer, mais les gens n'aiment pas le changement, parce que même la police n'aime pas le changement, le système n'aime pas le changement, parce que tu es un numéro pour le système. Une fois que le numéro est là, ils ne veulent pas que ce numéro là s'enlève, parce que c'est un client de moins. Ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler avec toi, ils font l'argent.
Comment c'était pas dans le système qui veut dire là, bon, lui, l'école privée de son enfant va pas être payée. Vous voyez, il devient un homme de bien. Si on appelle 20 qui devient des honnêtes citoyens, les autres pour eux, ils n'ont pas d'argent. Ils ont toujours besoin de nous dans le système. Définitivement, parce que ça doit tourner. Ça doit tourner. C'est comme si c'est une machine. Ouais. Exactement. Qui veut dire, donc, quand ils disent comme ça qu'ils veulent que les jeunes de la rue viennent des gens honnêtes, des responsables. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Même quand même moi, même aujourd'hui, je travaille avec les jeunes dans la rue. Regarde, je fais une job colossal avec les jeunes dans la rue là, mais les gars, c'est comme genre la police n'est même pas plus, au contraire, même moins. Tu viens interférer dans leur travail. Exactement, c'est comme c'était qui toi, comme qui me dit, des fois ils m'ont déjà même dit, tu te prends pour mal commis, tu vas changer ton père, pourquoi là? Oh wow. Carré, tu comprends ce que je veux dire? Oh wow. C'est comme ça. Je trouve ça terrible. Comme là maintenant, je fais pas de crime, la police, je marche dans la rue, ils peuvent pas m'arrêter, qu'est-ce qu'ils font? Alors on va te donner des tickets. Ils vont t'éclairer tous les jours. Juste pour trouver une raison de t'atteindre. Oui, exactement. Pour voir si tu es seul une fois que tu es dans le système, il ne fait pas que tu t'en sors. Il ne fait pas que tu t'en sors. Il faut que tu restes là. C'est ça le gouvernement. C'est terrible. C'est terrible. Quel type d'intervenant qui se retrouve dans le centre que tu es présentement? Bon, les intervenants, c'est comme qui se retrouvent dans le centre, c'est des travailleurs. Non, c'est du monde qui est comme genre, bon, pour entrer. Dans mon sens, c'est du monde, il faut que tu fasses l'université, il faut que tu saches où tu t'en vas, il faut connaître le terrain, connaître les bons outils pour aller aider les jeunes dans la rue. Parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent avec un petit papier, ok, moi je viens de l'université, j'ai les papiers pour, mais au fond, ton petit papier, ce n'est rien, tu sais rien parce que tu connais pas le terrain, tu as juste un petit bout de papier, c'est tout là. Exactement, puis ça c'est quelque chose que je pense qu'on devrait, qui est très important, ce que tu viens de dire, c'est pas parce que tu vas à l'université que tu connais, c'est pas parce que tu es criminologue que tu connais aussi bien c'est quoi les crimes qui se passent dehors dans la rue, mais quelqu'un comme toi qui a été dehors, qui connaît la réalité des gens qui vivent à l'extérieur, qui vivent dans les rues, tu es aussi bien outillé qu'une personne qui a un papier. C'est sûr. Aussi bien. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les gens devraient plus comprendre dans les centres communautaires, dans les organismes qui sont là pour ça. Exactement. Regarde, les gens qui comprennent pas ça, évidemment, comme on dit, c'est tout. Nos frères, c'est ça. Une fois qu'on a des petits bouts de papier pour la tête enflée. Des petits bouts de papier, c'est comme dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu chez moi avec des trois petits papiers. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise avec tes petits papiers? J'ai dit, moi, excuse-moi l'expression, j'ai dit, regarde, même si je suis un homme qui a passé sa vie dans la rue, mais j'étais à l'école, j'étais éduqué. J'ai dit, moi, tes petits diplômes, j'en ai plein. L'expression, j'ai même dit, regarde, quand j'en ai pas de papier toilette, j'en sais pour me torcher. Je lui ai dit, viens pas avec tes petits papiers pour. Comment? C'est toujours comme ça, les peuples haïtiens. Comme là, on a un petit papier université, moi, regarde, j'étais éduqué, toi, t'es rien, t'es un gars de la rue. Je vaux mieux que toi. Tu vaux mieux que moi, mais au fond, t'es rien, tu connais rien, tu peux pas aider personne. Tu vas sur le trottoir, mettons, pour devenir un intervenant, mais si tu connais pas qu'est-ce qui se passe dans la rue, comment tu vas faire? Si même les jeunes, ils ne te connaissent pas, ils t'ont jamais vu ta face, comment tu vas arriver pour aller travailler avec eux? Chercher la confiance en eux. Parce que c'est ça l'élément. Surtout quand tu travailles dans la rue, si tu n'as pas la confiance des jeunes, ils ne te connaissent pas, t'es qui? Bon, déjà, quand dès que tu es devenu travailleur, ils te traitent de la terre. Parce qu'ils pensent déjà que tu travailles avec la police. Et puis pour que les jeunes aient confiance en toi, il faut vraiment que tu le montres. Que moi je ne travaille pas avec la police, je travaille pour toi. Je suis là vraiment pour toi. Pour toi, c'est exactement. Il faut que les jeunes ils voient ça. S'ils ne voient pas ça, il ne va pas t'adresser de la parole, il ne veut rien savoir. C'est comme ça, ça fonctionne. Oui, définitivement. Donc, quel est le profil de ces jeunes qui fréquentent ce centre-là? Ce sont des jeunes qui... Mais non, les jeunes, comme on dit, c'est un centre de 13 jusqu'à 40 ans. Donc c'est autant pour les enfants, pour les parents, adultes. Pour les adultes, parce que le centre n'est pas là juste pour les jeunes. Le centre c'est quand même pour les immigrés qui viennent d'arriver au Québec. Il y a du monde qui ont besoin de permis pour aller travailler. Il y a du monde qui ont besoin d'aide dans les papiers, ou du monde qui arrive avec les papiers qui ne savent pas lire, écrire, qui ne savent pas où aller. Mais c'est tous ces gens-là, ils ont besoin de soutien. Vous comprenez, même pour déplacer, des fois la personne ne sait pas c'est où l'immigration, la personne ne sait pas comment je fais pour aller dans un CLSC, pour aller faire telle chose. Mais tous ces gens-là, il y en a qui arrivent, qui n'ont rien, mais il faut les aider. Il faut les guider. Il faut les guider, exactement. Donc le centre n'est pas seulement là pour les jeunes en difficulté, ils sont là pour tout le monde. Tout le monde qui a besoin, exactement. Mais aussi,
ça a un lien. Tout ça a un lien. Un jeune qui vient avec son parent, qui immigre à Montréal avec son parent ne sait pas où aller. Peut-être ce jeune-là va avoir tendance à aller dans la rue aussi. Oui, donc c'est prévenir pour guérir. Le plus souvent. C'est pour ça aussi, le plus souvent, on a plein de déportés. Pourquoi? Parce que les jeunes, il est arrivé au Québec. Quand il est arrivé, c'est ses parents qui l'ont entré au Québec. C'est bien. Mais tu as montré les jeunes avec un petit papier, mais tu n'as jamais dit à ton jeune, après tel temps, il faut aller à l'immigration. Il faut aller faire ta carte citoyenneté. Il faut aller faire des demandes. Les jeunes, ils ne le savent pas. Lui, il est arrivé au Québec, c'était un enfant. Mais les parents, ils mettent les papiers de côté, ils oublient les jeunes. Mais les jeunes, lui, il ne sait rien. Après, à m'amener, quelques années plus tard, t'entends, oh, les jeunes étaient un criminel. Bon, là, il n'y a pas de carte citoyenneté, déportation. Mais c'est pas sa faute. C'est pas de sa faute, il y a eu personne pour le guider. Et les jeunes, lui-même, des fois, dans sa tête, ils pensent qu'il est réglo. Parce que tous ces papiers sont en règle, pourtant ils ne sont pas en règle. Il y a tout ça. C'est important, c'est très important. Donc moi, je pense que le fait que vous accueillez non seulement les jeunes, mais les parents aussi, c'est aussi pour les guider, pour éviter ce genre de circonstances-là dans le futur. Définitivement. Alors, on va aller prendre une autre petite pause encore et on vous revient tout de suite avec notre invité pour voir. Yeah, that's a boy, Richie J, Télé Radical, c'est l'allié, c'est l'âme toujours branché. Ou même tout, Richie J, c'est... Vas-y, mais, vas-y, mollo, 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 vas-y, mollo, vas-y, mais, vas-y, mollo, 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 vas-y, mollo. Alors, bon retour à l'émission Tabou sur la chaîne Télé Radical. Merci d'être encore avec nous. C'est super intéressant ce qu'on aborde aujourd'hui à l'émission. On reçoit un invité vraiment qui nous apprend énormément sur un sujet que je pense qu'on devrait être plus sensibilisé, un sujet qu'on devrait en apprendre davantage. Alors merci beaucoup Beauvoir d'être venu ici sur le plateau, de m'avoir donné la chance de te parler et de parler aussi aux jeunes peut-être qui nous écoutent aujourd'hui. Merci parce que je sais que tu ne fais pas confiance forcément à n'importe qui. Alors merci de m'avoir donné cette chance-là, vraiment. Tout le plaisir pour moi. Merci beaucoup. Alors, les jeunes que tu reçois dans ton centre, est-ce qu'ils viennent par eux-mêmes ou c'est vraiment vous, des fois, qui devez vraiment aller les chercher dans la rue? Le plus souvent, il y en a qui viennent tout seuls, qui ont vraiment besoin d'aide, qui veulent vraiment s'en sortir, ils viennent tout seuls. Mais le plus souvent, des fois, c'est comme il faut pas courir la rue, il faut pas aller avec les jeunes, les rencontrer. C'est comme je vous ai dit, je ne suis pas le seul. Comme travailleur de rue, il y a Robertson Berlis qui fait un travail extraordinaire. J'ai aussi ma grande fille qui s'appelle Vanessa Dupré, qui travaille comme travailleuse de rue, qui fait un projet avec les filles très important qu'on appelle Oser féminin. Oser féminin. Exactement. Okay. Très important. Ça c'est vraiment aussi avec les filles. Avec les filles. De la rue. De la rue. Toutes les filles qui ont des problèmes ou de troubles-mères ou de elle fait Est-ce que tu peux répéter le nom du programme? Ça s'appelle Oser féminin. Oser féminin. Très avec Vanessa Dupré. Un café jeunesse multiculturel. Parfait. Très intéressant. Est-ce que tu vois des changements à travers ces jeunes-là qui viennent dans le centre? Est-ce que tu as vu des gros changements? Oui. Oui, il y a beaucoup de changements, on travaille fort, comme je vous le dis aussi, on a un cadeau, directeur qui est très sévère dans ce qu'on fait. On a un cadeau qui s'appelle M. Slim Amami, c'est un arabe, c'est pas un haïtien, mais qui tient
hacker notre communauté. Qui se bat 7 sur 7, 24 sur 24 pour changer notre communauté, qui ne baisse pas les bras. Et puis j'ai vraiment apprécié qu'est-ce qu'Islim fait comme travail, M. Williamson Lamar. Je vais dire ensemble, on travaille fort pour porter le peu de changement qu'on peut dans notre communauté, à aider les jeunes à s'en sortir de la rue, parce que c'est pas facile. Comme je vous l'ai dit, les jeunes n'ont pas d'encadrement. Les gens, la plupart des gens même, c'est pas pour pas le mal des centres, mais il y en a beaucoup de personnes qui ont des centres, même ceux qui m'entendent aussi, je vous dis, regarde, le gouvernement ne vous donne pas l'argent juste pour dire j'ai une enveloppe. Pensez aux jeunes, les jeunes ont besoin de vous autres aussi. Faites votre job, utilisez l'argent pour la bonne cause. Aidez les jeunes, c'est pas juste pour vous enrichir avec l'argent. Définitivement, un beau message que tu lances, vraiment. Que penses-tu du profilage racial qui sont faits par les policiers, que subissent les Noirs, mais surtout les jeunes Noirs, garçons surtout? Profilage racial, c'est comment que je peux voir ça, moi. Quand je peux dire, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui va toujours exister, parce que les Noirs, on n'est jamais bienvenus dans n'importe quel pays. On ne sait pas si c'est notre couleur. On est le bouc émissaire. Le bouc émissaire, je ne sais pas si c'est notre couleur, parce qu'il va toujours en avoir. Je vais dire, les policiers, même comme genre, à Montréal-Nord, dernièrement, on a dit, bon, ok, le profilage racial s'est calmé. Après, comme on dit, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, bah, on dirait que ça revient de plus belle. Je vais dire, au fond, c'est comme. Pour moi, le profilage racial va être toujours là. Ça va toujours être là, ça va toujours rester là. Non, les Blancs, ils ne vont jamais nous laisser tranquilles. C'est comme ça. Pour toi, c'est une maladie incurable. Ouais, c'est la vie. Le racisme va exister tout le temps que les humains existent. Parce que, écoute, tu nous parles des années 80, là, il y avait ça encore, et puis aujourd'hui, on est en 2021, c'est encore la même chose. Ça continue, ça lâche pas. Ça lâche pas. Moi, je trouve ça terrible qu'on vit dans une société où on n'arrive pas à avoir un changement pour la communauté noire. Malgré nos combats, malgré tout ce qu'on fait, avec, comme tu dis, le mouvement de Black Lives Matter, avec George Floyd qui a été déclaré, on voit que maintenant les jeunes sont très déterminés à amener un changement, mais est-ce que ça va vraiment faire une différence? Je l'espère. Comme moi, je suis un peu vieux, j'ai déjà mené mon combat, et là maintenant, moi, je m'en vais à la retraite, mais comme on dit, pouvoir à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est à vous de changer ça. C'est à vous de prendre le relève. Définitivement. On doit se battre. Exactement. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut se battre. Même si peut-être qu'on a tendance à penser qu'il n'y aura jamais un changement, mais il faut continuer jusqu'à là. On dit aussi à les Haïtiens aussi qui vivent dans notre communauté, il y a des hommes fortunés, il y a des hommes qui s'enrichissent, qui par la criminalité ou bien qui ont de l'argent. Mais il faut penser aussi moi j'étais élevé à Montréal-Nord, demain je suis devenu millionnaire, mais ok, je ne suis pas là pour aider les jeunes, mais un centre communautaire qui peut aider les jeunes. Moi, je peux contribuer, peu importe quelle façon. On ne demande pas de l'argent, mais vous pouvez contribuer. C'est comme, il y a du monde qui sont élevés à Montréal-Nord, qui sont des fortunés, mais automatiquement, ok, on déménage, on s'en va dans les quartiers des Blancs, on s'en va à Saint-Rein, on s'en va à Saint-Janvier, on s'en va à Mascouche, on va acheter on va acheter des grosses maisons, puis on va montrer d'autres grosses voitures, mais au fond, ils oublient, on a plein de jeunes dans la rue qui crèvent. Ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient d'où ils viennent. Comment c'est ça l'affaire? Après, ils viennent dans le quartier, ils viennent faire les show-off avec des grosses voitures pour montrer les bling-bling, comment on mène bien. Mais peut-être qui? Mais c'est ça le combat, justement. Tu as l'opportunité, tu as la possibilité d'aider justement ces jeunes-là, les Noirs dans ta communauté. Mais maintenant, les Haïtiens ne vont pas l'aider. Au contraire, ils préfèrent mieux te moquer de toi pour montrer qu'ils sont plus hauts que toi. Je trouve ça vraiment dommage. C'est comme ça. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Même moi-même, j'ai plein d'amis que je connais, des jeunes. Bon, il y a du monde que je donne des sous pour acheter des bonbons qui sont devenus millionnaires aujourd'hui. Tu les vois dans la rue, ils font semblant qu'ils te connaissent même pas. Ils passent même pas te dire bonjour, monsieur, au revoir ou rien. Mais c'est l'être humain, ça vous voir. L'être humain est ingrat. Ouais. Donc, il faut fonctionner comme ça avec l'être humain. Ça va toujours être comme ça, je crois. Mais en effet, si vous avez la possibilité d'amener un changement pour votre communauté, vous avez les moyens pour le faire, pourquoi ne pas le faire? C'est des gens comme vous qui vont aider à mener un combat.
En tout cas, j'espère un peu que peut-être ce que tu dis là va réveiller peut-être la conscience de certaines personnes. Moi, je ne suis pas riche, je reste pauvre. J'ai jamais volé mon peuple, j'ai jamais tué aucun haïtien pour devenir riche. Et bon, disons, qu'est-ce que je peux dire? Bon, comparé avec quelqu'un, je peux dire je suis un ange dans la communauté. Moi, je me suis investi pour ma communauté, je me suis battu pour la communauté. Tu es resté fidèle à toi-même. Resté fidèle à moi-même, je suis un homme royal et jamais je vais vendre un frère ou tuer un frère pour de l'argent. Ouais. Normalement, et pourtant, aujourd'hui, c'est les gens d'hommes qui étaient supposés rester dans mon salon assis et même pas besoin de bouger pour de l'argent. Ouais, c'est parce que tu es une personne authentique. Exactement. Tu es resté vrai à toi-même. Vrai à moi-même. Je préfère mieux être pauvre et bien dans ma peau. That's it. That's it. Malgré qu'aujourd'hui tu es une personne complètement différente, es-tu toujours une cible pour les policiers? Oui, je suis un cible et je resterai toujours un cible pour les policiers. Ton nom est marqué au fer. Au fer avec un gros X, c'est rouge même. C'est ça, les policiers, pas à cause que Beauvoir Jean est devenu travailleur de rue ou quoi que ce soit pour les policiers, les policiers lui-même, comme Jean t'a changé, là, au contraire, même si qui sait t'as changé, mais pour lui, non, t'as pas changé. Tu vas toujours rester le même. Criminel. C'est comment s'il peut te faire un habit, il va te faire. Au contraire, regarde, même aujourd'hui, je travaille dans le quartier avec les jeunes, les policiers me voient. Moi, c'est le cas même. Dernièrement, comme je vous ai dit, le policier m'a arrêté pour ma plaque d'immatriculation que le policier m'a dit qu'elle est mal vissée. Okay? Ça m'a coûté 6 tickets. 6 tickets pour une plaque d'immatriculation qui était mal vissée? Exactement. Et le policier n'a pas de ça. Il m'a traité de coquerelle. Malgré que je lui ai répondu, j'ai dit si tu n'étais pas un policier, ça se passerait pas de même. Il a appelé les renforts, je me suis fait arrêter, ça m'a coûté $3 000 avocat, 9 points d'inaptitude sur mon permis, 72 heures dans un poste de police et 2 ans de probation. Pardon? Voilà, pour une plaque d'immatriculation mal vissée. C'est pour vous dire, question que Beauvoir ou t'es devenu travailleur de rue, les policiers t'es plus cible. Non, je vais toujours rester un cible pour eux. Toujours. Qui veut dire, moi, c'est à moi de jouer intelligemment pour pas embarquer là-dedans dans leur jeu. Dans les jeux, c'est tout. Exactement. C'est comme ça. Le profilage racial, c'est exactement ça. Le racisme systémique, c'est exactement ça. Oh, on va aller prendre une autre petite pause et on vous revient tout de suite avec Beauvoir qui nous a tellement appris, tellement dit. On vous revient. Rodana, yeah, Jerry Mr. J, Télé Radical, toute émission normale, c'est là, yeah. Branché. Bon, bah. Non, je moi point, qui je me connais, non présence, yeah, yeah, j'ai moi pas qu'à faire. Non, je moi point, qui je me connais, non présence. En Haïti, regarde aujourd'hui la guerre, qu'est-ce qui se passe dans notre pays, et tu vois, regarde aujourd'hui comme les jeunes en Haïti, comme ils disent aujourd'hui, on n'a plus besoin de vendre la cocaïne, le kidnapping rapporte plus. Mais la police, c'est la police qui font les kidnappings, et les autres même, c'est les hauts placés. C'est un complot. Parce que comme ils disent, un kilo de cocaïne c'est 30 000, maintenant un kidnapping c'est 200 000 on n'a plus besoin de vendre la coke, alors on kidnappe. C'est la même affaire ici, c'est la même affaire, ça va rester toujours comme ça. Ne pense pas que le profilage racial va changer. Non, il n'y a rien qui va changer, ça va être là. Comme moi je vis à Montréal-Nord. Mais quand tu vois un petit policier qui arrive de Québec, qui arrive de Gaspé, tu l'amènes à Montréal-Nord, lui qu'est-ce qu'il entend tous les jours? C'est des bandits. Il tire du monde. Mais quand il arrive le policier, il a déjà peur. Parce qu'on lui a déjà joué dans la tête. Tu veux dire, nous voir comme des animaux. Puis lui, quand il vient à Montréal-Nord, il vient pas pour travailler, il vient chasser. Ouais, exactement. Il vient chasser. Il a déjà une idée préconçue. Il vient chasser, il vient pas travailler, il vient chasser les noirs. Lui, son objectif, c'est d'aller chasser le peuple noir. That's it. Oh, la majorité des gens de ta génération sont soit déportés, enterrés, ou peut-être même encore en prison. Est-ce que tu te considères chanceux aujourd'hui d'être vivant, d'être là avec nous, de pouvoir parler, de pouvoir aider les jeunes?
Bien sûr, c'est un privilège pour moi parce que moi, ouais, je pensais même qu'à chaque fois, je dis, oh, bon Dieu, merci Seigneur à chaque jour parce que normalement, un homme comme moi, après tout, comme ça, c'est un homme qui vient de la guerre, comme je fais de la guerre Vietnam, puis je suis encore vivant. C'est vrai. Oui, parce que dans un gang de rue, n'oublie pas, c'est une sorte de guerre. Tous les jours, tu sors, il y a des soldats qui te surveillent, c'est quand ils vont tuer ou quoi que ce soit. Quand tu vois aujourd'hui, j'ai 56 ans, je suis encore vivant, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Il ne manque aucun membre. Merci Seigneur. C'était pas facile. Puis, je tiens aussi à souligner que tu es un bon père de famille. Oui. Hein? Tu es avec tes enfants. Avec mes enfants, ouais, je vis avec mes enfants, je fais un job énorme avec ma famille, puis je ne lâche pas. Puis comme je souhaite à tous les hommes aussi, occupez-vous de vos enfants et puis aidez à s'en sortir de la rue. Si un enfant n'a pas de père, il n'y a pas de mère, qui veut dire l'enfant n'a pas de vie non plus. C'est comme ça. Beau message. Ouais. En tout cas, félicitations, vraiment. Félicitations. En étant un vétéran, comme on dit, un OG, aurais-tu un conseil à donner aux jeunes qui prennent cette direction? Ou qui auraient envie de prendre cette direction? Moi, comme j'ai toujours dit à les jeunes, les gars, donnez des hommes, comme on dit, c'est sûr, je ne vais pas dire à quelqu'un, si quelqu'un te donne une claque, il faut tourner de l'autre côté pour avoir une deuxième. Mais non plus, comme, c'est pas une raison de tuer ou prendre des contrats, tuer vos frères pour des sous. C'est ça qui me fait mal. Comme moi, étant un vétéran, étant un OG, comme là, moi, à chaque Haïtien qui tombe, je sens que je suis coupable. Parce que des fois, j'ai dit dans ma tête que si j'étais venu à Montréal, si j'allais à l'école, j'avais fait un chemin normal. Peut-être aujourd'hui, il n'y aura pas de gang de rue. Ça n'aurait pas existé. Ça n'aurait pas existé. Parce que moi, à chaque fois qu'il y a un jeune qui est décédé, je sens un peu la charge sur mon dos. Oui, effectivement, parce que c'est toi un peu qui étais à la tête. Moi, je demande à les jeunes, les gars, va à l'école. Parce que des fois, les parents ici, il y en a qui arrivent à Montréal, qui se sacrifient depuis en Haïti pour entrer les enfants à Montréal. Mais le père et la mère, il n'attend pas demain que la police appelle, mon fils est dans un gang, il est en train de tuer du monde dehors. Moi, tout ce que je souhaite à les jeunes, les gars, fais un autre chemin. Gang de rue, ça donne à rien, ça donne la mort. C'est tout. Blessure et prison. Tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, ça donne rien. Même si aujourd'hui tu as 1 million demain, tu vas devenir pauvre quand même. L'argent, elle est éphémère, elle arrive et puis elle s'en va. C'est comme ça. Oui. Si tu avais un message à envoyer à la police de Montréal, quel serait ce message? Qu'est-ce que je peux dire à la police? C'est faire votre travail, mais comme on dit, faire le mal, faire le bien. Qu'est-ce que c'est ça? Aussi précis. Ouais, aussi précis. Par quel moyen qu'un jeune ou bien un parent pourrait te rejoindre s'ils avaient envie de te contacter? Puis moi, je travaille, j'ai des centres communautaires, comme je vous dis, un sur 11 121, salle coin Charleroi, j'en ai un autre 63 70, coin Pascal à Montréal Nord. Mon numéro de téléphone c'est le 524-386-6342. Peu importe un jeune qui veut m'appeler, soit pour bien ou mal, comme j'ai dit, les Haïtiens, ils n'aiment jamais qu'est-ce qu'ils se font. Peut-être même là, à l'émission, il y en a d'autres qui vont dire qu'est-ce qui a été raconté là, ils vont, tu comprends? Mais c'est comme ça, les peuples. Mais c'est lui qui a vraiment besoin de moi, là, c'est 524-386-6342 et je suis là pour ça. On va mettre ça dans la barre de description en bas de la vidéo, comme ça les gens pourront voir et puis s'ils veulent te contacter, ils pourront te contacter. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Beauvoir d'être venu, de t'avoir prêté à cette entrevue. Je suis vraiment chanceuse, je me sens reconnaissante de t'avoir reçu pour que tu puisses partager avec tout le monde. Je suis sûre que cette émission-là va peut-être avoir un effet, un impact, qui sait, sur une personne, ne serait-ce qu'une personne, je pense que ça serait déjà une bonne chose. Une bonne chose, oui, c'est sûr. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite de continuer comme ça, de faire du bon travail sur le terrain, car ce sont des gens comme toi qui peuvent vraiment amener un changement et la différence. Merci bien, tout les plaisirs pour moi et j'espère que les peuples apprécient aussi. Définitivement. Alors, je souhaite que vous avez apprécié cette émission. Merci encore de suivre cette émission Tabou, car c'est grâce à vous qu'on peut continuer à le faire. Merci de vous abonner à la chaîne Télé Radicale, car il y a plusieurs autres émissions à venir. Alors, abonnez-vous. Allez vous abonner à toutes les pages Instagram, Facebook. Alors, merci beaucoup et on se revoit pour notre autre émission. Merci.
Ici Sheila Hamid, animatrice de l'émission Tabou. Yes, comme ça, déjà, Smiley Works à Zoubleng, Télé Radical, et la mienne, et la plus grand plaisir. Ma peu vite à l'abonner, comme ça, déjà. À Zoubleng, pas en jouet, Radical tout le temps.